Bonsoir Benoît Hamon. Bonsoir. Vous êtes député des Yvelines, vous êtes ancien ministre de l'Éducation, vous êtes aussi candidat à la primaire de la gauche, vous revenez des États-Unis, vous avez rencontré Bernie Sanders qui a lui, dit tout, réussi à mettre la question sociale au centre de la campagne. Juste un mot, parce que vous venez d'assister à ces échanges de noms d'oiseaux, à ces attaques très dures auxquelles on assiste là depuis quelques jours. Comment vous les jugez de l'extérieur, mais en même temps vous vous lancez aussi dans une primaire? Je trouve ça très violent, très violent. Violent à l'endroit de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Violent lui-même à l'égard de ses adversaires. Je ne sais pas trop juger. Je pense qu'il y a d'abord toute une série d'affaires dont on voit bien aujourd'hui qu'elles continuent à coller aux semelles de Nicolas Sarkozy, qu'il s'agit du financement de sa campagne électorale, de ses anciens amis devenus aujourd'hui ses ennemis. Et il y a beaucoup de choses. Il y a une sorte de nuage comme ça de difficultés et d'affaires autour de Nicolas Sarkozy. Puis d'autres qui veulent profiter de cela, même si je ne sais pas s'ils sont totalement blancs comme neige pour l'accabler et lui enfoncer la tête sous terre. C'est difficile de juger. Vous savez, quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que, à peu de choses près, ils disent à peu près la même chose sur les questions économiques, sur les mêmes choses sur les questions de sécurité sociale, sur les mêmes choses sur les questions du contrat de travail. Et pour autant, on a l'impression que c'est un débat très dur, très violent, avec des clivages puissants. Je les vois pas bien, mais ça a l'air effectivement très âpre. Benoît Hamon, je vous demanderai si mais vous en même temps, pensez je regardais l'ancien président de la République, j'ai l'impression que ce n'est pas un homme en paix. Je le regardais là pendant votre reportage, on sent qu'il n'est pas en paix, qu'il n'est pas apaisé, qu'il y a quelque chose je ne sais pas comment vous dire ça, je suis pas psychologue, mais je trouve qu'il n'est pas en paix. Voilà. On va parler peut-être du président actuel, si vous avez l'impression qu'il est en paix, mais juste un mot quand même sur la primaire de gauche et notamment l'idée que Nicolas Sarkozy il accuse Alain Juppé d'aller chercher les électeurs de gauche et quasiment d'être un candidat de la gauche entre guillemets, contrairement à lui, c'est ce que je disais à Luc Châtel. Vous croyez que les électeurs de gauche ils vont aller voter à la primaire de la droite? Non, pas plus que les électeurs de droite sont venus voter à la primaire de gauche. Vous vous souvenez, on avait exactement le même débat quand la gauche a fait ses primaires. Non, je crois pas du tout, parce qu'on peut exprimer une préférence, dire qu'on déteste moins l'un que l'autre, ou qu'on préfère peut-être l'un à l'autre. Mais de là à ce que, quand on est un électeur de gauche, on se lève un dimanche, on aille faire la queue à un bureau de vote, on signe une charte dans laquelle on dit qu'on est de droite. Les valeurs républicaines et l'alternance. Oui, cette d'accord, charte, mais on l'a bon, montrée, quand vous avez des bulletins de vote de Juppé à Sarkozy, en passant par Poisson et Copé, vous douterez pas que c'est une affaire de droite quand même, que vous payez un petit peu. Je pense pas qu'en gros, il soit des milliers à le faire. Peut-être qu'il y a quelques unités, quelques électeurs, mais je crois pas que ce sera décisif. En tout cas, ça ne faussera pas la sincérité du scrutin. La primaire de gauche, elle va être aussi violente si elle a lieu? Non, je crois pas. Il y aura, je pense, des clivages de fond assez forts, on les voit d'ailleurs, déjà. Mais d'abord, il n'y a pas ce climat un peu nauséabond d'affaires qui entoure le bilan de Nicolas Sarkozy, qui a concerné les uns et les autres. Est-ce que François Hollande serait un homme en paix, comme vous avez regardé Nicolas Sarkozy? Non, mais peut-être un peu trop, un peu trop avec son propre bilan, et qu'il serait bien qu'il s'anime et qu'il fasse son examen de conscience. Je pense vous pensez qu'il doit faire une forme de mea culpa? Non, pas de mea culpa. Ah non, pas le problème de faire un mea culpa. Je pense qu'il faut regarder objectivement quand on s'est trompé. Quand aujourd'hui on a un rapport sur le CICE qui montre que par emploi, voilà, la fameuse mesure emblématique qui devait faire 1 million d'emplois selon M. Gattaz, qu'on aurait créé ou sauvegardé, ça veut dire éviter qu'on en détruise entre 50 et 100 000, qui doit situer l'emploi sauvegardé à 200 000 € d'argent public. C'est incroyable. C'est le programme le plus, le gaspillage d'argent public le plus incroyable. Bon, je pense qu'à ce moment-là, plutôt que de continuer à dire que c'était une bonne politique et qu'il faut en faire encore davantage comme les libéraux le réclament, c'est bien de dire ou de reconnaître que ces politiques ont été une erreur. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté le gouvernement. Je n'y croyais pas. Et je pense qu'avec quelques autres, nous avons eu raison. Maintenant, voilà, je constate que l'un est peut-être pas assez en paix. Je pense que l'autre est trop en paix par rapport à son propre bilan. Je pense qu'on n'a rien à gagner à être dans le déni. Aujourd'hui, vous trouvez qu'il est candidat, qui montre des signaux de candidature tous les jours, des discours, vous le sentez comme ça? S'il ne l'est pas... S'il ne l'est pas, ce serait étrange. Non, oui, évidemment, il l'est. Il s'y prépare. Peut-être ne le sera-t-il pas à la fin. En tout cas, il crée les conditions pour l'être. Et chacun des événements, c'est une petite carte postale de François Hollande pour justifier son bilan, qui n'est pas mauvais dans tout d'ailleurs. Et je lui donne raison de défendre son bilan dans le domaine, dans l'éducation nationale, même s'il y a encore beaucoup à faire, par exemple, ou dans d'autres domaines. Mais la question c'est...
qu'a-t-il d'autre à dire? Qu'a-t-il de mieux à proposer que ce qu'il n'a fait? Et je crois aujourd'hui qu'il y a une forme de fin de cycle, et il faut tourner la page. Justement, on a vu qu'il y avait le budget qui est présenté, qui semble un budget beaucoup plus à gauche, qui a d'ailleurs été critiqué par certains comme un budget électoraliste, 3 milliards d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale, l'emploi qui bénéficie d'une rallonge, baisse d'1 milliard d'euros d'impôt sur le revenu, le revenu universel arboré par Manuel Valls. Mais pas réalisé, rassurez-moi. Parallèle, en tout cas comme une promesse, justement, oui, comme une perspective. Vous ne pouvez pas être déçu là-dessus, vous ne pouvez pas dire... non, mais bon, il faut savoir de quoi on parle sur le revenu universel d'existence. Le revenu universel d'existence, c'est une révolution comme la sécurité sociale. Ça changerait tout. C'est une protection sociale totalement nouvelle, puisque quand on est majeur, on aurait entre 500, 750, voire 1000 euros, que l'on soit riche ou pauvre, agriculteur, retraité. Oui, mais bien sûr, mais par une partie des prestations sociales existantes, par des mesures fiscales, évidemment, et on pourra le détailler. Mais c'est une vraie révolution, ce qui permettrait de redonner de la liberté à ceux qui veulent passer d'un temps complet à un temps partiel, ceux qui créent une entreprise ou une activité qui aura un filet de sécurité, aux intermittents. Bref, c'est un vrai changement de notre relation au travail. C'est pas un revenu minimum que l'on rebricolerait, qui ne serait donc pas universel. Ce que je veux simplement dire, c'est que un budget, moi je suis content quand on met un peu plus d'argent pour soutenir des fonctionnaires qu'on a montré du doigt, mais c'est pas un budget de gauche, c'est pas juste d'y penser un peu plus. Ça ne peut pas se résumer à cela. C'est surtout si les inégalités restent toujours aussi fortes, si les pauvres se recrutent toujours dans les mêmes catégories, etc., etc. Avoir un projet de gauche, ça vise à changer la hiérarchie des choses, à bouleverser l'ordre établi, les inégalités structurelles. Pas simplement, lors du dernier budget, du dernier exercice d'un quinquennat, mettre un petit peu de baume. C'est pas assez pour vous. Mais c'est pas que c'est pas assez, c'est que... Trop tard et trop peu, c'est ça. Voilà, on va penser des plaies qu'on a nous-mêmes parfois ouvertes. Et moi, je me réjouis de ce qui peut améliorer dans certaines catégories de la population la vie des Français, mais il restera que sur la demi-part des veuves, sur le nouveau mode de calcul de la CSG, on a prélevé du pouvoir d'achat à des gens modestes, à des retraités, qu'aujourd'hui on a effectivement du chômage lié à une politique économique qui a échoué, et que finalement ce qu'on reprochera, je pense, au fond à ce quinquennat, et j'en ai fait partie, je l'ai quitté à mi-mandat, mais j'en ai fait partie, mais on reprochera au président de la République, dans certains domaines, d'avoir échoué, non pas parce qu'il a tenté quelque chose, mais parce qu'il n'a pas tenté, justement. Il n'a pas tenté la réorientation européenne. Il n'a pas tenté une autre politique économique. Il a continué à écouter les mêmes économistes qui murmuraient déjà à l'oreille de Nicolas Sarkozy. Pas assez audacieux. Et Nicolas Sarkozy, ça a été 1 million de chômeurs en plus. Et nous aurons, hélas, un bilan assez comparable. Et les mêmes économistes viennent aujourd'hui au secours d'Emmanuel Macron ou Alain Juppé expliquer qu'il faut encore continuer. Bon, moi je pense que ce serait peut-être intéressant si on se disait « et si on faisait autre chose ?» Et vous proposez notamment ce revenu universel de base que vous avez détaillé, d'existence, pardon. Juste un mot, justement, Emmanuel Macron, avec En Marche, il veut essayer de retrouver un peu de forme participative. Vous aussi, vous voulez renouveler les pratiques démocratiques. Il y a aussi Arnaud Montebourg. On a tous pensé que vous alliez faire cause commune. Pas du tout. Vous dites non, il y aura un bulletin amont à la primaire de la gauche. Est-ce que ça va pas faire trop? Et de toute façon, d'une certaine façon, vous compromettez tous la présence de la gauche, de votre famille politique au deuxième tour. Non, on parle de primaire. Aujourd'hui, vous avez 7 candidats à la primaire de droite avec des projets pour l'essentiel tous semblables. Personne ne reproche aux uns et aux autres d'être candidats. Nous, on n'a que quelques candidats avec des projets très distincts. C'est vrai qu'on peut se retrouver sur les questions démocratiques. Quand aujourd'hui on se dit on a le droit de vote, mais est-ce qu'on a de la voix? De la voix au sens où est-ce qu'on nous entend quand on vote? Et entre deux élections, comment est-ce que je peux peser sur une loi quand j'en n'en veux pas, pour amender un texte? Comment je peux participer à la démocratie? On vit aujourd'hui dans une forme de démocratie intermittente. On a un peu de pouvoir tous les 5 ans, et encore, ce pouvoir... les primaires, ça n'est une. Oui, mais par exemple, donc, moi je pense que sur la démocratie, qu'il s'agisse de la question du tirage au sort, de la réduction du nombre de parlementaires, du fait de faire des circonscriptions par ticket, hommes et femmes, de façon à avoir une assemblée paritaire, le fait de permettre aux citoyens d'amender les lois, voire même de les abroger, voire de révoquer un président de la République, tout ça doit être mis en débat. Mais au-delà de ces questions-là, ce qui moi m'intéresse, c'est qu'on reparle de cette fameuse question sociale. Qu'a-t-on à dire
sur le salaire des Français, ce qu'ils gagnent avec leur travail ou quand ils ne travaillent pas, comment ils se logent, comment ils se soignent, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça, les services publics dont ils bénéficient ou ne bénéficient plus. Donc vous ferez votre campagne là-dessus. Je voudrais qu'on voit une image, c'était Christiane Taubira avec François Hollande, c'était hier. Christiane Taubira, on dirait qu'elle... Elle a choisi son candidat en fait. Elle va pas être avec vous, avec Montebourg, tout ça, alors qu'elle est partie, qu'elle a démissionné. Vous allez vite en besogne. Là, il s'agissait de la reconnaissance d'une cérémonie pour les mineurs de 48, qui est un combat très historique presque de Christiane, qui s'est beaucoup battue pour Donc pour vous, cela. c'est pas... Non, mais il ne faut pas confondre une cérémonie. Si à chaque fois, vous savez, il m'arrive de participer à des cérémonies avec François Hollande, et heureusement, c'est le président de la République française, donc il n'invite pas tous les invités en fonction de la primaire. Donc laissez-lui le soin de dire. Dans notre sondage Elab d'hier, vous arrivez à 16%, et Arnaud Montebourg 28 et 30% d'opinion favorable, d'avis favorable auprès des sympathisants de gauche pour François Hollande. C'est déjà perdu. Vous rigolez ou quoi? On vient de démarrer, je suis à 16%. Ça veut dire que ça ne peut qu'augmenter. Et ça va augmenter. Et vous allez voir que ce que je porte sur la question sociale, parce que ça touche au cœur des désirs et des demandes des électeurs de gauche, tout ça va grandir. Vous voyez en face de vous un candidat très confiant. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci, restez avec nous dans un instant. On revient sur les coulisses de la politique et de la semaine politique très chargée. Anna Cabana, David Revaudalon, à tout de suite.